News FM. Parents Live, la vie de famille en direct du quotidien, garantie sans filtre. Parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, ados, racontez-vous. Émission live tous les deuxièmes mercredis du mois à 13h sur News FM. Pour participer, connaître le sujet du mois et écouter les podcasts, rendez-vous sur le site parentslive.fr, rubrique radio, ou bien contactez Florence au 06 76 86 44 43, 06 76 86 44 43, parentslive.fr, un média fait par les parents, pour les parents. Eh bien, bienvenue dans cette émission, 13h passées de 3 minutes sur News FM, et comme tous les deuxièmes mercredis du mois, c'est l'émission Parents Live en direct, toujours avec Florence pour m'accompagner. Bonjour. Salut Greg. Salut, comment ça va ? J'ai plus de voix. Ah bah voilà, trop de radio tous les mois, c'est ça ? C'est ça. L'émission Parents Live, donc une émission, un projet donc que tu portes aussi avec l'association La Petite Poussée. Exactement. Et une émission consacrée à la vie des parents au quotidien, la parentalité, vue et par les enfants, les parents, les grands-parents. Et on va aborder tout au long de l'année, on aborde des sujets qui concernent la parentalité. Et aujourd'hui, avec un titre d'émission assez évocateur, puisqu'il s'agit de différents comme les autres, les situations de handicap au quotidien. Différent comme tout le monde, ouais. Différents comme tout le monde, ouais. Donc ouais, pour cette cinquième émission, on poursuit notre exploration de la vie de famille. Donc on aborde ce mois-ci un sujet sensible, les situations de handicap, qu'elles concernent l'enfant ou les parents. On a des parents, des enfants, des pros qui vont témoigner de leur quotidien et des projets qu'ils mènent. Yes, alors on a des invités avec nous justement pour en parler. Il s'agit de Ludovic qui est venu avec son petit Zach de 3 ans et demi. Ça fait plaisir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Zach. Moi, je suis là pour chanter, mais pas crier là. Ah bah non, ça c'est sûr. On te fait confiance. On aura d'autres invités autour de la table pendant toute cette émission. On aura le groupe Handi Famille Solidaire de la maison de quartier Paul Bert à Saint-Martin-d'Air. Avec Sylvie qui sera là, Sophie, Nathalie Duguet et Gisèle Grenier qui sont travailleuses sociales, c'est ça, Flo ? Tout à fait ça. On aura aussi le centre de loisirs pluriel avec la directrice Pauline Gélu et Inda qui viendront nous parler, nous raconter un peu leurs expériences aussi. Et en fin d'émission, on appellera Younes Elouali qui nous fera un témoignage de sa vision de la vie et de son handicap. Parcours et de son handicap. Exactement, ouais. Yes. Donc on va attaquer avec vous, Ludovic. Donc je vous laisse vous présenter, puis ensuite on fera un petit échange sur votre quotidien. Et puis ce que ça a changé aussi pour vous, le fait d'être papa de Zach depuis 3 ans et demi. Je sais aussi que vous aviez une belle fille aussi, depuis du coup un peu plus de temps. Et oui, exact. J'ai 37 ans et papa du coup de Zachary depuis 3 ans et demi. Et moi, je suis du coup avec ma femme depuis 7 ans et elle avait une fille qui avait 7 ans à l'époque et du coup aujourd'hui qui en a... elle avait 7 ans et demi, maintenant elle en a 15. Et voilà, du coup j'ai un peu découvert les deux pendant. D'abord, qu'est-ce que c'est que d'avoir une ado et ensuite ce que c'est que d'avoir un bébé. D'accord. Donc vous, pour nous dire, vous êtes en fauteuil ? Ouais, c'est ça, moi je suis paraplégique. Exactement, je suis en fauteuil roulant. J'ai eu un accident au mois de mobilette quand j'avais 14 ans. D'accord. Et voilà, du coup paraplégique, donc j'ai plus la mobilité au niveau des jambes, mais une mobilité complète au niveau du tronc et des bras. D'accord. Ce qui me permet moi d'être autonome à 100% dans ma vie quotidienne. Et voilà, et du coup, ce qui fait que moi j'avais une vie complètement autonome. Et quand Zach est arrivé, là, les galères de gérer un bébé qui, lui, l'est pas du tout, sont apparues à ce moment-là. Et dans tous les gestes du quotidien, c'était un peu le feu au début. Parce que déjà qu'un bébé, on a l'impression que c'est en sucre. Et moi qui ai en plus un peu d'un tempérament un peu inquiet. Mais du coup, quand lui n'arrive pas à tenir sa tête ou quoi, et moi qui n'ai pas un équilibre non plus monstrueux, je suis obligé toujours de me tenir d'une main si je dois porter. J'ai qu'une seule main vraiment où je peux utiliser. Et du coup, lui, quand il faut le porter à 2 mains ou quoi, du coup, ça a été très, très, très compliqué. Du coup, mon père, par exemple, sur le lit bébé, mon père a dû venir bidouiller pour faire que le berceau, en fait, pour pas que ce soit fermé, mais du coup, il a créé une porte. Parce que du coup, c'était impossible, sinon, de pouvoir le prendre, passer au-dessus, le prendre à 2 mains, le sortir, c'était terrible.
Et pareil, les petites nuits, parce que je voulais quand même épauler ma femme le plus possible. Et quand pendant la nuit, il fallait lui donner le biberon, réussir à le mettre dans le lit, pas le réveiller, lui faire son rôle, machin, que d'un bras. Du coup, il y a eu un soir où je me suis fait une vraie frayeur en le mettant dans son lit et c'est passé à 2 doigts de la catastrophe. Du coup, j'ai appelé mon père. Non, on va arrêter, on va trouver une solution. Et voilà, et puis depuis, ce n'est que ça. Bah, maintenant, ça va mieux. Là, maintenant, il gère quand même bien. Mais le siège auto, pareil, il a fallu trouver le bon siège auto pour que je puisse l'installer, le sortir tout seul, parce que ceux où il faut passer de la ceinture, c'est juste inenvisageable en fauteuil. Donc voilà, ça a juste nécessité des adaptations, des aménagements au quotidien. Et vous avez pu trouver des solutions pour tout, pour pouvoir faire tout ce que vous aviez envie de faire avec votre nouveau-né, puis avec votre bébé? Oui, alors après, est-ce que tout, ou est-ce que finalement je me jette pas dans des projets qui sont de toute façon pas compatibles, comme dans la vie quotidienne. Enfin, je vais pas moi me lancer des projets d'aller me balader main dans la main avec ma femme sur le sable. Globalement, ça va vite être la merde. Donc du coup, je pense que c'est un peu pareil avec lui, mais j'essaie quand même de bouger un maximum avec lui et d'être le plus participant et participatif possible. D'accord. Et Zach, t'as envie de parler, toi, de ton papa? Est-ce que t'as envie de dire quelque chose? En plus, moi... Il faut que tu parles dans le micro, Zach. Et si t'as pas envie de parler, c'est pas grave. Bon, et au tout début, il avait pas percuté, lui, que j'étais en fauteuil. Un jour, c'est une copine à lui, et qui, du coup, mais qui, elle, a noté, mais... et pourquoi est-ce que tes jambes, elles bougent pas? Et là, d'un coup, il m'a regardé. Il a regardé les jambes. Mais ouais. Et, du coup, j'ai expliqué à la petite fille. Je dis, bah non, parce que j'ai eu un accident, je me suis fait mal aux jambes et je peux plus bouger les jambes. Et du coup, lui, après, pendant une semaine, papa, il a mal aux jambes, il a mal. Voilà. Et sinon, jusqu'à ce moment-là, il avait même pas fait je pense qu'il a même pas fait le lien encore. Pour lui, c'était son environnement, sa normalité. Voilà, son papa. Bah ouais, c'est ça, absolument. Absolument. Alors que moi, j'avais eu des inquiétudes avec la grande, parce qu'elle était à l'école. Donc, elle avait 7-8 ans et il fallait l'emmener à l'école, elle la chercher. Et du coup, je craignais qu'elle soit un peu gênée. Ce que j'aurais pu comprendre, hein, du coup, c'est ton beau-père, il est en fauteuil, c'est handicapé, c'est machin. Et du coup, je voulais pas trop lui infliger ça. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Puis elle a tendance un peu à s'en moquer royalement. Donc même s'il y a pu y avoir des phrases, je sais qu'elle, ça lui passe au-dessus et heureusement. Et puis voilà, du coup, j'avais eu des craintes les premières fois. Et voyant qu'elle me courait dans les bras quand j'allais la chercher, qu'elle avait aucun souci, du coup, ça a pas mal relâché le truc. Et peut-être que lui, il y aura droit et on verra comment il réagira à ce moment-là. Visiblement, il a les armes pour se défendre et faire entendre sa voix. Au niveau de la voix, puis au niveau de la corpulence aussi, donc c'est possible. Et vous me disiez aussi que vous avez l'impression que ça a changé le regard sur vous, le fait d'être papa et le fait que vous soyez avec votre enfant, que les gens vous regardent différemment. Après, c'est comme pour tout, je pense aussi comment est-ce que moi je me perçois dans l'œil de l'autre. D'accord. Parce qu'au tout début, quand moi j'étais en fauteuil, je me disais de toute façon tout le monde va me regarder avec un regard de pitié. Et donc quand je me baladais, j'étais attentif au regard, et évidemment que j'allais en croiser. Et du coup, c'est bien, c'est que ça venait conforter l'idée que j'en avais. Et du coup, on m'a encore regardé avec de la pitié et tout. Et une fois que ce truc a été franchi, du coup, on fait plus gaffe à ce genre de regard. Et puis voilà. Et je pense qu'avec Zach, c'est pareil, c'est moi je m'assume un peu mieux. C'est-à-dire que quand je vais à la plage, je suis obligé de me traîner le cul par terre pour aller jusqu'à l'eau. Et du coup, de le faire moi pour aller me baigner devant les gens, je pense que je l'assume pas trop. Mais là, du coup, je suis avec mon fils et je vais aller me baigner avec lui. Et voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait que je ressens le truc un peu différemment, en me disant peut-être que de l'extérieur, le mec a beau être en fauteuil, il va quand même se traîner le cul par terre pour aller se baigner avec son fils. Et c'est plutôt classe. Plutôt qu'un mec qui se traîne le cul par terre pour aller se baigner. Alors je sais pas, parce que je pense que c'est juste comment moi je me vois de l'extérieur. En fait. La perception a changé même de ton point de vue à partir de l'enfant aussi. Ouais, en fait c'est ça, mais c'est que maintenant je me sens un homme en fait, je suis papa. Ouais. Donc du coup, je me vois différemment, donc je pense que les gens me voient différemment. Ouais, c'est presque au second plan maintenant. L'essentiel c'est d'être là pour le petit aussi. Ouais, c'est ça. Ça dépasse quoi. Et finalement, ce qui me permet d'en faire plus, parce que je me préoccupe encore moins de la vie des autres et du rien des autres, donc ça me permet d'en faire encore plus. Et de me poser zéro question, il a envie d'aller là, on y va. Pas de souci, feu, en avant. Et juste par rapport à ce que tu disais, par rapport au regard des autres, est-ce que toi, tu as identifié quelque chose qui t'a permis en fait de franchir le cap? Tu avais l'impression de te dire, il y avait un avant où je me souciais du regard des autres, et puis maintenant, je m'en fiche. Mais même avant Zach. Et qu'est-ce qui t'a permis en fait
de sentir, d'assumer en fait. Et... Je pense que c'est un long... Alors, autant lui, je pense que ça a été du on-off, du jour au lendemain. Il est là, feu, maintenant on y va. Et autant avant, c'est un long process. Et ce qui a pu déclencher quand même, c'est qu'un jour, je croise un mec dans un restaurant, la Samir Goutali pour pas le nommer, et qui faisait du basket. Et juste le mec, il avait des bras plus gros que mes cuisses, des pectoraux qui dépassaient de partout. Il est rentré dans le resto, il a juste dit bonjour à toutes les nanas du resto. Il était à l'aise, il avait une prestance. Du coup, waouh. Et du coup, en fait, on peut être en fauteuil et être à l'aise comme ça. Et de là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à voir, à réfléchir. Et du coup, je me suis aussi lancé dans le sport. Dans le sport, c'est pas juste la pratique du sport, c'est un truc global et c'est pas le seul moyen d'y parvenir. Mais moi, ça a été un des tremplins aussi, du coup, qui permet de mieux se sentir, de mieux s'assumer. Et voilà, du coup, ça a été un process plus long et qui a amené à ça, déjà beaucoup moins se soucier du regard des autres. Et pour préciser aux auditeurs aussi, ta compagne, la maman de Zach, elle peut utiliser ses 2 jambes. Ouais, absolument. Ouais. Moi, j'ai pris une femme valide. Pour le côté pratique, clairement, c'est que voilà, si on est 2 en fauteuil, ça va vite être le feu. Une ampoule qui grille, on est comme 2 blancs et on est mort. Donc non, j'ai préféré garder une valide près de moi, ouais, absolument. Merci Ludo pour ce témoignage. Et est-ce que des gens dans la salle ont envie, des spectateurs ont envie de réagir ou ont des questions à poser à Ludo ou pas? Non. Moi j'ai peut-être une question. Je me demande est-ce qu'on se pose la question si je sais pas, est-ce que ça t'a freiné le handicap dans la question de se dire je vais faire un enfant ou pas? Est-ce que c'est une question qui vient? Est-ce qu'on se la pose plus quand on est justement en fauteuil par exemple? Avant même de... Non, moi la question s'est pas posée. Non, du tout. En fait, je réfléchis pour... Ouais. En fait, non, je crois que le jour où on a décidé qu'on voulait être parents, on a fait ce qu'il fallait. Du coup, à cause du handicap, ça a été plus long, ça a été un peu compliqué. Ouais. Et je crois qu'on a mis quasiment 1 an et demi pour réussir à avoir Zach. Ouais. Mais voilà, du coup, ce qui fait que le jour où ça marche, c'est bon, ça fait 1 an et demi qu'on galère, là, en face, ça y est, on y est. Donc finalement, il était voulu et attendu et plus, même encore. Mais non, je pense que le fauteuil... Non, parce que j'avais pas non plus conscience de la galère que ça allait être les premiers mois. Là, d'accord. C'est là où, du coup, même si j'avais su, j'y serais allé quand même, mais non, finalement, pas du tout. Et d'autant plus que, vu qu'il y avait la grande de 14 ans, voilà, j'avais compris, parce que j'essaie d'avoir un rôle plutôt très proche d'elle, et voilà, un rôle de beau-père, mais de beau-père impliqué. Donc voilà, moi, le rôle d'éducation et de machin, tout ça, j'avais à peu près... compris le truc et j'étais prêt à l'assumer pour le mien aussi. Donc tu avais déjà un pied dans la parentalité. Ouais, complètement. Et ce qui peut ressortir de nos échanges, c'est quand même que Zach, c'est un booster. Un booster pour des choses. Et puis en tout cas, ça t'aide à te sentir légitime, quoi. Et aussi. Et puis même, voilà, mais comme n'importe quel parent, et maintenant on n'a pas trop envie, on est un peu machin. Voilà, lui, c'est pas de truc. Il se lève à 7h, à 7h02, j'ai faim. Bon, allez, on y va, on se lève, on fait à bouffer, et puis on part pour la journée, quoi. Donc, ça emmène en permanence. Ok, merci beaucoup. Zach, est-ce que tu veux dire quelque chose? On dit au revoir à tout le monde? Mais je crois que t'avais pas une petite chanson à chanter, Zach? Tu voulais chanter ou pas? Non, c'est bon, c'est passé. D'accord. Ok. Merci Ludo, merci Zach. Beaucoup. On va laisser la place, on va faire un petit changement de plateau pour que les personnes du groupe Handi Famille Solidaire s'installent. Exact. Donc je vais laisser arriver Sylvie, Sophie, Nathalie et Gisèle. Le temps d'un petit changement de plateau. Vous êtes toujours dans l'émission Parents Live, bien sûr, consacrée à la parentalité au quotidien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est différent comme tout le monde. Voilà, les situations de handicap au quotidien. Et on en parle avec beaucoup d'invités autour de la table et en direct, bien sûr, toujours sur News FM. On remercie donc encore Ludo et Zach qui étaient avec nous. Ça fait plaisir. Pendant que s'installe Flo, alors, très bien. Est-ce que on va pouvoir en savoir plus? Non, mais allez-y, c'est pas grave, ça fait partie du direct. La petite installation, c'est normal, il y a des petits bruits. Je vais monter les micros pour tout le monde. Hop. Alors, celui-là, la petite lumière s'allume pas, mais tout va bien, ça marche. Tout va bien, ça marche. D'accord, autour de la table, donc on a Sylvie. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors moi je suis Sylvie, je suis de Saint-Martin-d'Air et je suis maman donc, de 2 enfants, deux enfants donc, qui ont un handicap différent, certes. Et je vais laisser ma place
Sylvie, il faut que vous parliez dans le micro. Parlez bien dans le micro, rapprochez le micro de vous comme ça, bien près. D'accord. Comme ça, voilà, une fois qu'il est là, il est là. Vous avez juste à parler tout droit dedans. Encore un peu plus, hein, comme ça c'est... Voilà. Donc Sylvie, qui est maman de 2 enfants qui ont 2 handicaps différents Oui. et qui ont des âges différents, si je me souviens bien. Voilà, donc une qui a une trisomie 21 qui a 10 ans et un donc retard qui a l'âge également, qui a donc un retard scolaire et qui a 26 ans. D'accord. Sophie également avec nous. Oui, bonjour. 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 Oui, je m'appelle Sophie. J'ai un enfant autiste Asperger âgé de 12 ans. J'habite à Hébin récemment. Enfin, ça fait 4 mois que j'habite à Hébin. D'accord. Mon garçon, il habite à Saint-Martin-d'Air. Et je vous laisse nous présenter le collectif de Saint-Martin-d'Air dont vous faites partie, Oui. qui est le groupe Handi Famille Solidaire, Ça, oui, issu de la maison quartier Paul Bert. c'est ça, oui. Alors, en fait, Prenez tout au bien le début, micro, on s'il vous était plaît. qu'un binôme. Merci. On n'était que 2, moi et Rachida. Une collègue à moi qui a un enfant de 13 ans, il est autiste pareil. Et puis c'était à la mise, à la sapinière de Saint-Martin-d'Air. Et, Donc la mise, on rappelle, c'est la maison de l'insertion. et- vers l'emploi. La maison des initiatives de la solidarité et de l'emploi, qui est aujourd'hui la maison de l'emploi nord-est de Grenoble-Alpes Métropole. Merci Nathalie pour ces précisions. Du coup, voilà, le groupe il a été fondé en 2018. Donc, comme je disais, on était 2 et puis après 4 et voilà, ça s'est élargi maintenant. D'accord. Donc vous êtes combien en général quand vous vous retrouvez? Ça dépend, des fois 8, 10, même des fois plus. D'accord. Il y a une quinzaine de parents en fait qui se réunissent, enfin qui est dans le groupe et selon les dates de rencontre, effectivement, le nombre varie aussi, mais voilà, il y a une quinzaine de parents qui se mobilisent sur ce groupe. D'accord. Donc on rappelle un groupe qui réunit des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Handicap, oui, oui. Alors, on a été épaulés par Nathalie Duguay et Magali Pantagora. Donc, voilà. Ça a commencé comme ça. D'accord. Et quelles actions vous menez et en fait, quels sont les bénéfices que vous avez, vous, à fréquenter ce genre de groupe? Alors, nous, tout au début, comme je disais, on n'était que 2 femmes. Nos enfants sont autistes. Puis, par la suite, on a vu qu'il n'y avait pas que l'autisme. En fait, ce qu'on cherchait, c'est de réunir toutes sortes d'handicaps. D'où le nom, tout au début, c'était... le nom parents d'enfants porteurs de handicap, oui, c'était juste comme ça, voilà. Puis après, ça a changé, maintenant, c'est Handi Famille Solidaire. Voilà. D'accord. Et l'intérêt pour vous de vous réunir, c'est à la fois pour partager des problématiques, à la fois pour partager votre vécu, à la fois pour échanger des informations. C'est ça, oui. Et surtout, se faire entendre. D'accord. Parce que beaucoup de parents, enfin, pas que des parents, tout le monde ne traverse pas ce qu'on traverse nous au quotidien, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au quotidien, en dehors du travail. Les parents galèrent et c'est pas un travail de 8 heures, c'est 24 heures sur 24. 365 jours par an. C'est ça, c'est non-stop, pas de vacances. C'est épuisant. Puis voilà, le problème dans tout ça, c'est que quand on essaie d'expliquer aux autres, ils ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne sont pas à votre place. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de réunir toutes sortes d'handicaps et de se faire entendre. Et même ma collègue Sylvie, elle va parler après par rapport à tout ce qui est administratif et tout ça. Et vous verrez que c'est très, 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 très compliqué, quoi. Très bien. Est-ce que Nathalie ou Gisèle, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce groupe? Oui, alors juste par rapport à l'histoire du groupe, je compléterais que le groupe s'est fortement mobilisé sur différentes manifestations, et notamment dans le cadre du mois de l'accessibilité, où ils ont pu organiser des temps d'échange, de rencontres autour de la problématique notamment d'accueil des enfants en situation de handicap
dans le périscolaire et dans les centres de loisirs. Et également, ont organisé aussi un ciné-débat dernièrement sur le mois de l'accessibilité, où on a découvert aussi le centre de loisirs pluriel. Qui est également notre invité, voilà, qu'on entendra en fin d'émission. Où du coup on a pu échanger aussi sur cette problématique-là, et c'était très riche, je pense, et autant pour les parents que pour le groupe aussi qui a initié cet échange-là. Donc voilà, ils sont force de proposition, et c'est des familles qui ont beaucoup apporté, mais qui du coup aussi transmettent beaucoup et qui démontrent aussi beaucoup de courage et de ressources. Et donc c'est important pour nous au niveau du CCAS de Saint-Martin-d'Hères de les soutenir. D'accord. Donc on voit qu'en général, les parents sont fortement impliqués, mais aussi fortement mobilisés, qu'ils ont envie de transmettre, qu'ils ont envie de porter leur parole, qu'ils ont envie de défendre leurs droits et ceux de leurs enfants. Et c'est tout à leur honneur. On va écouter le témoignage de Rachida, que j'ai pu enregistrer la semaine dernière, et qui, elle, nous explique comment elle assure l'accompagnement de son enfant et que c'est un travail à plein temps. Donc voilà, on a eu un long parcours par rapport à son handicap. De ce fait, j'ai pas pu travailler durant la période où je m'occupais de mon enfant. Parce que le fait qu'il soit autiste et le fait qu'il était petit, les choses étaient difficiles pour lui. Le fait d'aller à l'école pour lui était difficile, donc il pouvait pas tenir en place. Il comprenait pas pourquoi j'étais pas là. Il pouvait s'énerver ou faire des crises. Et donc du coup, souvent au niveau de l'école, on m'appelait pour venir chercher mon enfant. Ensuite, on lui a attribué une AVS, donc qui lui a permis de mieux stabiliser la situation à l'école. On lui a permis aussi d'intégrer l'hôpital du jour à mi-temps. Mais ça n'empêche pas que il peut arriver qu'il y ait des situations un peu difficiles. Et dans ce cas, il faut être tout le temps en alerte et disponible pour aller chercher l'enfant. Voilà. Ensuite, l'enfant, par rapport à son handicap, il a ce qu'on appelle des soins, donc externes à l'école. Comme le fait de l'emmener chez l'orthophoniste, par exemple. Donc régulièrement, il faut aller chercher l'enfant à l'école. Il faut le ramener chez l'orthophoniste et le ramener à l'école. Ça demande ça fait courir beaucoup, mais c'est indispensable pour l'évolution de l'enfant. Ensuite, pour que l'enfant soit bien suivi et encadré par les personnes adaptées qui peuvent l'aider dans son handicap, il faut une AVS. Donc pour cette AVS, il faut monter un dossier, il faut avoir une enseignante référente, il faut faire des démarches auprès de l'académie de Grenoble, du rectorat. Ça se fait avec l'école, c'est tout un ensemble de formalités. Il faut être présent, il faut donner les justificatifs, voilà. Donc il faut suivre le processus pour que les choses se fassent, sachant que même quand on a une AVS, c'est pas évident parce que les AVS s'arrêtent, elle peut s'arrêter au bout d'un mois, comme elle peut se renouveler tous les ans. Donc à chaque fois, il faut remonter d'autres dossiers, il faut revoir avec eux, il faut reparler, il faut expliquer, donc c'est un peu compliqué. Dans les sorties scolaires aussi, il fallait s'investir aussi parce que l'enfant, il pouvait pas partir tout seul avec l'école, donc il faut partir et rester avec l'enfant. Donc obligatoirement, j'étais maman accompagnatrice et spécifiquement pour rester avec mon fils, mais la plupart du temps, le fait que je sois là, je m'occupe aussi d'autres enfants, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Je vais vous poser une question. Donc moi, j'ai l'impression que malgré l'ensemble des professionnels qui accompagnent votre enfant, vous parlez d'AVS, vous parlez d'orthophonistes, vous parlez des personnes de l'Éducation nationale qui gèrent aussi les dossiers et les suivis, le parent est finalement toujours en première ligne pour gérer les situations d'urgence
et être là au quotidien. Il faut être là au quotidien, il faut être présent, il faut être disponible. Vous pouvez être en train de faire vos courses, on vous appelle, venez chercher l'enfant, donc il faut y aller. Il faut aller récupérer l'enfant tout de suite. Et voilà, il faut être là pour remplir les papiers, justifier, expliquer. Chaque fois, on n'a pas affaire à toujours aux mêmes personnes, donc il faut bien avoir un suivi. Moi, j'essayais toujours d'avoir un grand dossier avec tous les professionnels, tous les rapports qui ont été faits. Il faut faire des réunions régulièrement avec tous les professionnels. Donc, minimum 3 fois par an avec les enseignants, les professionnels qui suivent l'enfant. Voilà. Donc, oui, ça demande un grand investissement. De ce fait, le fait d'avoir tous ces rendez-vous, toutes ces démarches, ça fait que nous, en tant que parents d'un enfant en situation de handicap, on ne peut pas travailler. On n'a pas d'autre choix que d'être présent et d'aider son enfant à évoluer. Ce qui est bien maintenant, c'est que le handicap de mon fils s'est stabilisé. C'est que en fait, maintenant, il sait beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses. Il est dans un organisme, un IME, donc il lui permet d'avoir des rituels, donc des activités qui reviennent régulièrement sur un planning toutes les semaines. Et de ce fait, ça me permet d'envisager de repartir et de pouvoir aller travailler plus sereinement. Merci, on remercie Rachida pour ce témoignage qui est conséquent, mais qui, pour moi, témoigne bien de toutes les choses qu'on a à faire pour gérer la situation. Ça passe en revue un peu tout. Voilà, exactement. Donc, que ce soit être en alerte, être dispo si on a un problème à l'école, toutes les démarches administratives, assurer les trajets, la cohérence des soins, accompagner même lors des sorties scolaires. Voilà. Sylvie ou Sophie, je crois que vous vouliez réagir par rapport à ce témoignage. Sophie ? Oui, moi, je voulais en fait compléter ce qu'elle disait Rachida. Je suis passée par là, effectivement, c'était un parcours du combattant. Tout au début, pareil, Chris, il avait, je crois, 2 fois par semaine à mi-temps école. Et puis après, par la suite, il y a une école où il disait qu'il ne pouvait pas accepter un enfant dans son état, donc il a été radié. Et puis après, on l'a envoyé à Cessin. C'était une école juste incroyable. Il a pu poursuivre en fait ses cours. Comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est un autiste Asperger. C'est un garçon très brillant. Actuellement, moi je suis séparée. Du coup, moi j'habite à Hébin, mais on est partis ensemble. En fait, on a quitté le domicile ensemble. Et aujourd'hui, il est à Saint-Martin-d'Air. Donc, même mon fils, j'arrive à le voir. Vous n'arrivez pas à voir votre fils autant que vous voudriez. Merci Sophie. Sylvie, je vous laisse... Oui, je vais continuer. Tout à fait, merci. Donc, oui, alors moi, au niveau de... On repart sur le même sujet. Pour compléter, voilà, l'idée c'était que vous montriez un peu par rapport à toute la difficulté, par rapport aux démarches administratives et au dossier MDA. Tout à fait. Alors, voilà, moi je voulais appuyer sur le point en revenant bien sûr sur tout ce qui a été dit, parce que moi je l'ai vécu de toute façon, donc je comprends aisément, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent également, la plupart. Voilà, alors moi je reviens sur le dossier MDA, où effectivement il faut refaire tous les 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, à chaque fois il faut renouveler. Les procédures sont de plus en plus difficiles. On voit cette année encore plus de pras-pras, toujours des demandes, même quand c'est une redemande. Voilà, par exemple, moi, ma fille a une trisomie 21, il a fallu refaire le dossier l'année dernière. Et elle ne va pas changer en 5 ans. Voilà, je parle pour pas mal d'handicaps, pas que la trisomie 21. Voilà, je trouve ça inadmissible qu'il faut à chaque fois ressasser, tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans, la même chose. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien, parce que ça blesse les familles, en conséquence, ça nous baisse, parce qu'on ressasse toujours la même chose. Et c'est pas évident. En plus de ça, pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes, voilà, je vous passe les détails, c'est pas toujours simple, parce que de plus en plus, ça devient, et le temps de faire les dossiers, parce que les dossiers, il y en a de plus en plus, donc quand vous êtes à la MDA, déjà, il faut à peu près 6 à 8 mois d'attente pour avoir une réponse, voilà, en espérant qu'elle soit
généralement positif, parce que si dans 8 mois, on vous dit « Ah, c'est négatif », vous faites comment ? Voilà, c'est le parcours du combattant. Hein. Voilà, que ce soit pour un enfant comme pour un adulte. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'éventuellement, au niveau de la MDA, donc que ça change un petit peu, qu'ils puissent rencontrer les gens un petit peu en difficulté, au cas par cas, et que ça soit, enfin, pour certaines personnes ou certains handicaps, que ça soit à vie, hein, surtout. Parce qu'en fait, on nous parle de 50 ou 49% à 79%. On ne sait pas, en fait. On se dit, mais alors, mon enfant ou l'adulte, voilà, c'est quel handicap on nous met des proportions, enfin des pourcentages. Voilà. Après 80%, donc après 80%, c'est pareil. On nous met encore des pourcentages. D'accord, mais bon, on ne nous explique pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des tranches de... Oui. Ils retranchent ça en pourcentage qui donnent accès ou droit à différentes choses après, voilà, c'est ça ? tout à fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la MDA, ça soit peut-être plus judicieux, comme ils font avec la PCH. La PCH, donc, c'est l'aide humaine, qu'ils aient des personnes qui aillent sur le terrain, ou alors les familles donc, rencontrent, ou alors on y va en rendez-vous, il n'y a pas de problème, on ramène toutes les pièces en une seule fois, et qu'à ce moment-là, ils soient 2, 3 à nous recevoir, et qu'à ce moment-là, ils voient vraiment, ils vont vivre justement ce qu'on vit, peut-être pour comprendre, et se dire, ah ben non, là, on ne peut pas faire un 5 ans, ou un 2 ans, ou un 3 ans au niveau. Non. Là, ça va être sur du 10 ans, et pourquoi pas pour tout le temps, hein, à la vie, jusqu'à la fin pour la personne concernée. Voilà, donc voilà. Ça, c'est vrai que je voulais vraiment débattre là-dessus, parce que c'est une chose qui me... Voilà, excusez-moi. Non, mais je pense qu'on est très bien, c'est Parents Live, c'est de la spontanéité, c'est du vécu, Vous excusez pas. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, ça revient beaucoup dans les témoignages des parents, la difficulté des démarches administratives et le fait qu'on a souvent l'impression d'être considérés comme des dossiers et pas comme des personnes. Il y a Inda qui est avec nous aussi qui voulait compléter ce témoignage. Donc vous pouvez aller prendre le micro, par exemple. N'importe lequel. Je rallume celui-là. Ça tombe très bien que vous en parliez parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que depuis maintenant bientôt 2 ans, le dossier a évolué aussi. Il faut bien parler d'un dossier qui faisait 8 pages par le passé. Donc depuis 2019, il fait 20 pages ce dossier. Donc un dossier que vous remplissez en détail, absolument en détail sur 20 pages pour le renouvellement du handicap de votre enfant qui n'a pas changé certes comme le disait Sylvie. Et 20 pages, il faut savoir qu'il y a un traitement, il y a un délai de traitement pour ces dossiers. Il ne faut pas oublier que si vous êtes hors délai parce que vous êtes débordé, il ne faut pas oublier, on est des parents d'enfants en situation de handicap, on est constamment débordé, je crois. Hein. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Puis quand ce n'est pas eux qui sont débordés, c'est la CAF. Donc voilà, il ne faut pas oublier que si vous passez les délais, votre enfant n'aura pas ces aides. Il ne faut pas oublier. Ces aides qui sont primordiales pour la prise en charge aussi de votre enfant. Et c'est un dossier qui est passé à 20 pages, je le répète. C'est très, très important de le dire parce qu'on n'est pas que des numéros, effectivement. Et 20 pages, gratter 20 pages tous les 2 ans, 1 an, voire 1 an. Parce que moi, personnellement, je fais une demande d'AVS pour mon fils, c'est tous les ans. Donc, il ne faut pas se leurrer. Tous les ans, j'ai la même demande à faire. Et si on ne les fait pas en même temps, en fait, vous avez des réponses en décalé. Donc, il ne faut pas oublier. C'est jamais pareil aussi. Je vous dis, tout est compartimenté. Il n'y a pas de cohérence. Voilà. Donc, la vie de l'enfant n'est pas vue dans son ensemble. Notre vie n'a pas été facilitée encore une fois. Voilà. Est-ce que juste pour nos auditeurs, vous avez repéré des personnes, des structures qui ont pu vous aider par rapport à ces dossiers ? Généralement, ça reste la MDA. Ça reste des personnes qui sont souvent affiliées à la MDA. Que vous avez donc la maison de l'autonomie, oui, voilà, issue du département qui est situé à Grenoble. Donc soit sur place à Europol, ou également dans les centres sociaux. Vous avez... par exemple, moi je vois sur Saint-Martin-d'Air, à rue Fayola, il y a une dame de l'MDA qui vient à partir de 13h ou 14h, tous les lundis, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui fait partie de la MDA et qui vient justement aider les familles ou la personne handicapée. Voilà. Gisèle, vous voulez apporter une précision ? C'est au SLS de Saint-Martin-d'Air, il y a une permanence. Le SLS, c'est le service local de solidarité. D'accord. Donc c'est un service du conseil général, conseil départemental, pardon. Et donc, la MDA fait une permanence, je crois que c'est tous les lundis après-midi. D'accord. Donc, a priori, il y a des permanences de ce type dans la plupart des SLS. Et sans rendez-vous. Hein. Sans rendez-vous. Très bien. Et, excusez-moi, il y en a une autre permanence, on a de la chance sur Saint-Martin-d'Air, on a 2 permanences, et dont une aussi au CCS, au siège du CCS de Saint-Martin-d'Air. Très bien, c'est noté. Merci.
Par rapport à l'accès aux droits, on va écouter à présent le témoignage de Gulsen, qui a essayé que son petit garçon soit accueilli en crèche et qui a rencontré des difficultés par rapport à ça. Moi, je vous parle parce que je voulais mettre mon fils à la garderie pour avoir un peu de temps pour moi, pour mes rendez-vous et pour accompagner mes plus grands en sortie. Du coup, pour ça, j'avais le soutien de la PMI, parce que la PMI, elle venait souvent chez moi, une fois par mois, pour me soutenir pour la maladie de mon fils. Et avec elle, on a décidé de mettre en place le dossier pour la garderie. Et du coup, elle m'a pris rendez-vous avec la garderie et on est passé par le médecin de la garderie, avec la directrice de la garderie. On a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait en crèche, pour qu'il passe par la commission de la garderie. Et après, à la suite de ça, j'ai attendu 2-3 mois et on a eu un refus de garde parce qu'il y avait trop d'enfants qui avaient du trouble de comportement dans cette garderie. Et on m'a dit on pouvait le mettre ailleurs, mais moi je voulais pas parce que c'était la proximité, c'est très important pour moi. Je pouvais pas, au niveau gestion, c'était compliqué pour tout le monde. Et du coup j'ai refusé et il est pas gardé. Et vous me disiez aussi qu'on vous avait demandé si vous pouviez être disponible rapidement si jamais il y avait besoin de faire un soin ou de venir chercher votre enfant. Oui, pour ça j'ai dit je peux, mais des fois je pourrais pas parce que si je les mets en garderie, c'est pour les rendez-vous aussi, les rendez-vous personnels. Je suis chez le médecin à l'autre bout, je pourrais pas venir. Chez le kiné, je peux pas venir. Et ça aussi, on m'a dit que c'était une petite cause pour qu'il n'y aille pas à la garderie. Donc on voit que là encore, même s'il y a une solution et un mode de garde, en tant que parent, on est toujours sur le qui-vive. Parce qu'en fait, on peut être appelé à n'importe quel moment et il faut que ce soit la garantie pour que l'enfant soit accueilli. Ouais. Et ça, c'est encore quelque chose qui vient peser. C'est encore une petite difficulté en plus rajoutée sur le chemin, c'est vrai. On va passer au témoignage de Gabriel. Tout à fait. Et puis ensuite, on refera... on pourra redire un peu quand est-ce que le groupe de Saint-Martin-d'Hers se réunit. Et puis on passera à nos troisièmes invités, donc le centre de loisirs pluriel de Fontaine. Donc on laisse la parole à Gabrielle. Voilà, quand on a un enfant en situation de handicap, on a tendance à s'oublier. La famille est, je dirais pas le mot détruite, mais presque, parce que ça évoque beaucoup de soucis, beaucoup de pression. Et en plus, quand on a d'autres enfants qui n'ont pas de problème, mais qui ont vécu aussi les problèmes, en fait, le choc qui a pu cautionner cet handicap aussi. C'est très, très difficile. On veut s'occuper aussi de son autre enfant. Donc, on s'occupe de son enfant handicapé, on s'occupe de son autre fille. On essaye d'être unis avec son époux. Mais des fois, on arrive, on veut pas baisser les bras parce qu'une maman se doit être forte. Elle est là pour ses enfants, c'est sa chair, c'est son sang. Même le papa, c'est la même chose. Mais des fois, dans le couple, on n'a pas la même vision des choses. Donc, je me sens de protéger toute la famille. Voilà. La famille, mon mari, mes enfants, ma maman, parce que ma maman est âgée aussi et ça l'a beaucoup peiné, et toute la famille qui est autour. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à m'oublier, franchement. Le seul répit que j'ai de temps en temps, c'est, voilà, je les appelle pour savoir si ça va bien, mais on dort mal la nuit, on n'arrive pas à se concentrer sur les choses, des pertes de mémoire, tout ça. Mais il faut aller de l'avant, il faut être forte. Il faut être forte et voilà, j'encourage les parents qui ont vécu la même peut-être situation que moi ou d'autres situations. Il faut être forte, il faut aller de l'avant. Et voilà. C'est difficile à dire, mais il ne faut pas s'oublier. Il faut essayer de prendre soin de soi et de faire des choses pour soi. Je suis bénévole, ça m'apporte beaucoup. Hein. Franchement, j'ai rencontré de belles personnes à la maison de quartier, de très 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 belles personnes qui m'ont été vraiment à tout niveau, vraiment de côté. Toute l'équipe de la maison de quartier Paul Bert, hein, je veux la citer, à Saint-Martin-d'Hers, elles sont magnifiques. Et puis aussi cette association, donc ce groupe qu'on a créé aussi. Je veux apporter des belles choses.
Et je pense qu'on est une sacrée équipe. On va avancer et il faut apporter du positif. Malgré le handicap, malgré les difficultés qu'il y a, on va y arriver, on va foncer. Et puis venez nous rejoindre, venez, voilà, faut parler, il faut en parler, il faut crever l'abcès. On va y arriver avec force et volonté. On est unis, on est je pense que voilà, on veut tout faire pour aider même les autres à travers cette association et ce groupe. Merci Père Gabriel pour ce témoignage plein de positive attitude, qui nous booste. À fond. Voilà. Rapidement, Nathalie, les prochaines rencontres auront lieu? Alors la prochaine rencontre aura lieu le 21 février, donc à 9h. C'est de 9h à 11h à la maison de quartier Paul Bert, donc 4 rue Chopin à Saint-Martin-d'Air. Si jamais vous avez besoin de contacts, de renseignements supplémentaires, vous pouvez appeler aussi au 04 76 24 63 56 et vous demandez Gisèle ou Nathalie. Et on vous répondra et sinon vous êtes les bienvenus. On se rencontre une fois par mois. Donc on vous donnera les autres dates, 27 mars, 17 avril, 29 mai, 26 juin. On vous attend. Merci. Yes. Donc Sophie, très rapidement, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais essayer de faire vite. En fait, c'était par rapport aux parents qui s'investissent et aux enfants, pareil, dans les deux côtés. Alors, je vais le réciter rapidement, ça va être plus simple. Alors, je disais, dans la plupart des régimes de retraite, les affiliés qui ont élevé un enfant ou des enfants handicapés sont autorisés à partir à la retraite plus tôt, mais en pratique, les affiliés au régime général de sécurité sociale ont le droit à une majoration du nombre de leur trimestre validé. Et lorsque je parle de partir à la retraite plus tôt, c'est-à-dire à 65 ans contre 67 ans. Franchement, là-dessus, si c'est ça qu'on appelle anticiper, alors là, je ne comprends rien. Autre chose qui me révolte, tout cela, on parle des parents qui ont des enfants handicapés au moins 80%. Cela veut dire celui qui a un enfant à 79%, eh bien, là dans le baba. D'accord. Du coup, je disais, alors, ils se disent qu'à 80%, cet handicapé se caractérise par des troubles graves qui entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne des parents, mais à 79%, non. Ce n'est pas vraiment grave, qui, pour le coup, ne rentre pas dans un cadre des 80%, et donc 79% autonome, contrairement à 80%. Le 1%, ça change tout. Ce que je trouve cela absurde. Aussi, si les parents ou les personnes qui éduquent ces enfants bénéficient d'un trimestre supplémentaire par période de 30 mois d'éducation de l'enfant, suite à l'article L 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite de 8 trimestres, à condition, bien sûr, d'être affilié à un régime de retraite français durant minimum 24 mois. J'ai juste envie de dire tout ça. Quel parent peut comprendre tout ça? On est bien d'accord. C'est vrai. D'accord. Donc tout ça pour dire qu'en fait, dans le fait, l'âge de la retraite et les trimestres de retraite sont pas en lien avec l'investissement qu'on a pu avoir auprès de son enfant. C'est ça. Merci Sophie. Merci beaucoup. Je vais laisser Pauline Gelu et Inda pour la présentation du centre de loisirs pluriel à La Fontaine, qui accueille des enfants dans toute leur diversité. Donc Pauline, tu vas pouvoir nous préciser de quoi il s'agit. Bonjour. 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 Oui, donc moi je suis Pauline Gelu, je suis éducatrice spécialisée de formation et donc responsable du centre Loisirs Pluriel. Loisirs Pluriel Porte des Alpes, c'est une association qui a été créée par des mamans d'enfants en situation de handicap qui se sont trouvées confrontées justement au refus de leur enfant sur les centres de loisirs de leur commune pour des raisons que leur enfant était trop handicapé ou bien, comme on l'a pu l'entendre tout à l'heure, ok, mais vous êtes présente parmi l'équipe, etc. Et c'est pas vraiment les besoins des parents quand on souhaite inscrire notre enfant en centre de loisirs.
Donc du coup, donc Servane Hugues, qui est notre présidente, s'est rapprochée du réseau Loisirs Pluriels, qui est un réseau national. D'accord. Et du coup, elles se sont regroupées en mamans. En 2013, l'association Loisirs Pluriels dans l'agglomération grenobloise s'est créée. Et 3 ans et demi après, le centre de loisirs a ouvert. Donc c'est quand même assez long, puisque par rapport à d'autres parents, très rapidement, quand on veut inscrire notre enfant, on l'inscrit assez rapidement, quoi. Et là, il a fallu attendre 3 ans et demi. Donc, très rapidement, le centre de loisirs pluriel est un centre qui accueille 24 enfants maximum, dont 12 en situation de handicap. Le projet est vraiment centré aussi sur la mixité, puisque l'intérêt aussi, c'est pour les enfants en situation de handicap qui se retrouvent en établissement spécialisé et un pied, on va dire, dans la société actuelle, dans le fait d'avoir des copains qui ne soient pas forcément en situation de handicap. L'idée aussi, et vous l'avez compris, je pense, c'est le répit des familles, mais aussi le maintien ou la reprise d'une vie professionnelle pour les mamans, puisque c'est souvent les mamans qui arrêtent de travailler ou qui écourtent leur emploi. Et puis aussi l'intérêt porté à la fratrie. Alors l'idée de la mixité, c'est d'accueillir l'ensemble de la famille. Donc c'est assez simple, on vient du coup déposer tous les enfants, ou bien aussi de prendre le temps pour les autres enfants, pour avoir le temps pour l'ensemble de la famille. J'ai pas dit au niveau des tranches d'âge, donc c'est 3 à 13 ans. Et on essaye de faire des activités tous ensemble, en diversifiant les ateliers, en sortant aussi. Sur les vacances, on essaye de sortir 2 fois dans la semaine, à la piscine, au cinéma, au bowling. Enfin voilà, on fait tout comme les autres. Notre centre est un peu différent par rapport aux autres centres de loisirs, puisque nous avons un taux d'encadrement qui est renforcé à un animateur pour 2 enfants, au lieu du 1 pour 8 et 1 pour 12. On va dire que c'est la seule chose qui change par rapport aux autres centres de loisirs, parce qu'on accueille vraiment tous les enfants, avec ou sans handicap, mais aussi au niveau du handicap, des enfants qui peuvent avoir des gros troubles de la santé, tels que l'épilepsie, des bouchons de gastrostomie, etc., donc qui nécessitent un réel accompagnement. Et puis aussi une majorité d'enfants avec des troubles autistiques, de tout type, et parfois avec des gros troubles du comportement ou pas forcément de communication verbale. Et donc, chaque enfant en situation de handicap a un taux d'encadrement qui va lui être propre, en fonction de ses besoins. D'accord. Votre centre est situé sur Fontaine. Oui. Donc, vous accueillez les enfants de Fontaine. Est-ce que c'est ouvert à toute l'agglomération? Comment ça se passe? Alors, heureusement, on accueille des enfants de Fontaine, oui. Parce que la ville de Fontaine, quand même, nous met à disposition les locaux, le personnel d'entretien et de restauration, et une subvention aussi pour le fonctionnement. Donc, on est beaucoup soutenu par la ville de Fontaine. Du coup, il n'y a pas de critères au niveau géographique de la situation géographique des familles. Et du coup, on va dire qu'il y a une dimension départementale, puisqu'on va toucher des familles d'Alvar, de Rives, de Voiron, d'un peu partout. En fait, on regroupe 20 communes sur le centre de loisirs. Merci, Pauline. Inda, très rapidement, parce que le temps nous est compté, on a un coup de téléphone à passer à Younes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ou en tout cas parler de ce que ça facilite dans votre quotidien de pouvoir accueillir que votre enfant soit accueilli en centre de loisirs? Je vais dire tout simplement que ça m'a changé la vie. Ça a changé ma vie, celle de ma fille, celle de mon époux, celle de mon enfant, de mon petit garçon Adam, qui est autiste non-verbal. C'est le seul moment de répit que j'ai pu trouver. Et du coup, oui, effectivement, ça a chamboulé nos vies, parce que on n'a jamais pu être, mes enfants, pour ma part, qui ont 1 an d'écart, n'ont jamais pu être accueillis ensemble en centre de loisirs. Malgré ma motivation, ça n'a jamais fonctionné. Et je dirais que oui, c'est le premier pas de sociabilisation proprement dit pour Adam, d'aller vers les autres grâce au centre de loisirs pluriel. Et pour nous, les parents, de pouvoir envisager du temps de répit, du repos, de faire des projets entre copines, d'aller ne serait-ce que boire un verre.
parce que le centre, faut pas l'oublier, tu as oublié de le préciser, Pauline, il est ouvert de 8h du matin à 18h30, toute la journée quand c'est le mercredi et les vacances scolaires. Donc ça, c'est carrément top. C'est le luxe, je vous dis. Et juste très rapidement, qu'est-ce qui pour vous est indispensable et qui fait que vous avez confiance en les professionnels? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Tout. Voilà, tout. Voilà. On a une super directrice qui nous met énormément en confiance. Alors les premiers jours, je ne vous cacherai pas, j'ai jamais laissé mon enfant tout seul. Il est arrivé, il avait 4 ans. Tu te souviens, Pauline? Il avait 4 ans, c'était un tout petit bout. Je comptais sur ma fille qui était mes yeux et mes oreilles, parce qu'Adam ne parle pas. Donc je lui disais, tu restes derrière ton frère. Tu leur expliques. Ça aussi, c'est une grande responsabilité pour elle. Ouais, je sais. Elle avait que 5 ans, elle avait 1 an de plus. Et je lui disais, alors tu leur expliques, tu leur dis tout comment il doit faire, pourquoi il fait ses crises, etc. Et en fait, je restais cachée. Je te l'avoue, Pauline, je restais cachée. je suis restée cachée longtemps dans les environs, derrière les grillages, pour voir comment ça se passait avec Adam. Et franchement, je l'ai fait une fois. Après, j'en avais un peu marre parce que c'est l'été, il faisait chaud, donc j'avais envie d'aller bronzer. Et voilà, je le dis. Et du coup, en fait, j'ai totalement donné ma confiance à Pauline, qui m'a énormément rassurée. C'est devenu plus qu'une directrice, c'est devenu une amie. C'est tous les gens que j'ai pu rencontrer. Servan Huck, qui est une personne formidable que j'apprécie particulièrement. Qui nous a tendu cette perche, et voilà, c'est notre bouée, le centre de loisirs Pluriel. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. On était en train de sombrer, et puis ils nous ont sorti un peu la tête de l'eau. Merci. Merci Nita pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre témoignage au téléphone. Oui, on va appeler Younes. Bien sûr, Younes qui doit nous attendre normalement, qui doit nous entendre même. Ah, salut Younes. Salut, salutations à toute l'équipe. Salut Younes, comment tu vas? Ça va, tranquillement, ravi d'être parmi vous. Salutations aux invités. Oui. Ouh là là. Ouais. Je vous entends bien, moi. Ouais, non, moi je t'entends, mais je pense que c'est le reste des spectateurs qui t'entendent pas encore. Donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter et puis rapidement nous présenter ton parcours? Ok, d'accord. Donc moi c'est Younes, donc un jeune qui a 34 ans, donc en situation de handicap depuis la naissance. Je préfère dire en situation particulière, je préfère parler de particularité plutôt que de handicap. Donc j'ai un parcours qui est assez, on va dire, lambda, les institutions, tout ça. Et puis à un moment, je suis sorti de tout ça pour vivre ma vie et mes rêves et construire les opportunités que le système nous donne pas forcément. D'accord. Donc là, c'est une émission qui est dédiée à la parentalité. Donc l'idée, c'était aussi que tu puisses témoigner de comment ton entourage, et notamment tes parents et tes frères et sœurs, ont fait en sorte que tu puisses en arriver là où tu es actuellement, à savoir avoir vécu tes rêves et tes ambitions. Et qu'est-ce qui aussi dans ton enfance a fait que tu as eu la force de mener à bien tout cela? Ok, donc y avait déjà un décalage entre que je vivais en institution, c'est-à-dire le regard qu'on portait sur moi en institution et le regard que ma famille a porté sur moi donc très tôt. Donc ce regard que ma famille a porté sur moi, c'est le même regard que ma mère et que mon père ont porté sur mes autres frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait abstraction du handicap, sachant qu'il existait, mais pour eux, dans leur tête, j'étais pas handicapé, ils m'ont pas considéré comme ça. Et ils m'ont toujours encouragé à aller de l'avant et à affronter le monde tel qu'il était, sans filtre. Et ça très tôt. D'accord, ils ont pas cherché à te faciliter la vie? Non. Et ils ont plutôt cherché à me montrer ce qui était la vraie vie, la réalité. Et j'insiste sur le sans filtre, même si parfois c'était dur. Aujourd'hui, c'est ce qui me sauve en fait. Très bien. Et par rapport au handicap et par rapport au regard des autres, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Le regard des autres, comme j'aime bien dire, au départ je l'ai subi, c'est-à-dire qu'on m'a mis de côté. J'ai subi le fait d'être mis de côté par la société et par l'environnement en général. Et par la suite, le fait d'être mis de côté, je me suis mis de côté aussi, et puis ça m'a permis d'avoir un recul et d'observer un petit peu
la société, et comment les gens fonctionnaient, comment moi je pouvais exister avec ma particularité par rapport à ça. Donc je me suis mis volontairement de côté à un moment pour pouvoir développer d'autres aptitudes et faire autrement pour arriver à des objectifs précis. Très bien. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle 30 ans d'espoir, la trajectoire inattendue, qui explique comment, après avoir quitté l'institution, après avoir pas eu envie de passer ton BEP, après avoir fait du rap, après avoir fait de la radio, tu t'es dit que tu allais marcher et que maintenant tu peux avancer en béquille. Bah, en fait, oui, je suis une sorte de Benjamin Button, en fait. Oui, même moi, je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait que j'en suis là. C'est juste des images que j'avais dans la tête, c'est-à-dire le fait de vouloir faire de la musique, vouloir faire de la radio, vouloir marcher, vouloir écrire un livre, c'est juste des choses que j'avais dans la tête et que j'ai réussi, je ne sais pas comment, à donner vie à ce que j'avais dans la tête, en fait. D'accord. Mais obligatoirement, je pense que ça passe par des choix et des prises de risques, en fait, et c'est ça qui fait que il faut renoncer à certaines choses pour en avoir d'autres, en fait. C'est savoir ce à quoi on est capable de renoncer pour pouvoir avancer. En tout cas, quand on lit ton livre et quand on regarde ta page Facebook avec tous les avancées, tes progrès au niveau physique, ça met une bonne claque en tant que valide parce que ça vient complètement annuler toutes les représentations qu'on peut avoir d'une personne en situation de handicap. En fait, c'est possible d'écrire un livre, c'est possible de participer à la société. Et ça, c'est super fort, en fait, de se dire qu'on est tous dans le même bateau et qu'à un moment donné, qu'on ait notre fragilité, notre diversité, on est tous à la maison. Voilà. Bah, c'est sûr qu'on a tous quelque chose contre quoi on doit lutter. C'est-à-dire que les gens aiment bien dire, en fait, oui, on a un sac à dos dont il faut se délester, un poids. Non, ce poids, je l'ai subi. Aujourd'hui, je l'assume et c'est ce qui me renforce, en tout cas. Et je mets ma particularité au-dessus de celle de personne. Il se peut que vous, dans votre vie, vous traversiez plus de choses que moi, mais c'est moins visible. D'accord. Merci Younes pour ce témoignage. Merci Younes. Merci. Donc si on veut lire ton livre, excuse-moi, tu disais ? Je disais merci à vous pour l'accueil et pour votre écoute et pour votre bienveillance. Merci. Donc si on veut lire ton livre, on peut le retrouver sur toutes les plateformes sur Internet. Voilà, de vente. Donc il est disponible en physique et en digital. Vous tapez 30 ans d'espoir, la trajectoire inattendue, vous devrez tomber sur le livre. Yes. Donc voilà. Et big up à toi, Younes. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par la radio. Hein Comment ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la radio. Ah, oui, va falloir que tu reviennes un peu, hein. Ah, ça fait longtemps que moi non plus je me suis pas vu, en fait. Toutes mes journées se ressemblent. Je suis dans la Batcave, en fait. Dans la Batcave ? Ouais. Pourquoi il m'a prêté sa cave et je fais mes expériences et puis voilà, on essaye d'avancer, mais l'essentiel il est que je vous oublie pas. Je sais ce qu'on a vécu et je suis conscient qu'il reste des grandes choses à vivre et j'espère pouvoir bientôt les partager avec vous, ces choses-là. Donc vous l'aurez compris, Younes a été bénévole à News FM. Il a été salarié à News FM, ouais. Et il se déplaçait de Aix-les-Bains tous les jours en fauteuil, qu'il neige, qu'il plante ou qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Et il venait, il débarquait, trempé ou pas trempé, et tous les jours, il faisait l'aller-retour. D'accord, et donc il a des projets dont il nous parlera plus tard, et donc on suivra son expérience. Exact. Merci Younes, je te dis à plus tard. On va conclure. Ouais, salut Younes. Ciao. Salut. On va conclure cette émission sur les ressources, même si elles ne sont pas forcément accessibles. On voit quand même que le fait que les parents se retrouvent en collectif dans les groupes d'entraide mutuelle, ça semble opérant. Et si jamais il y en n'existe pas autour de chez vous, vous pouvez toujours vous renseigner ou en monter grâce aux maisons de quartier, aux centres sociaux, et vous rapprocher aussi des associations de parents. Il y a un groupe d'entraide mutuelle à la cité de la CAF, à la cité des familles de la CAF, à côté du parking Philippeville, en centre-ville. La maison de l'autonomie, bien sûr, qui est le guichet unique sur les questions du handicap.
Par rapport à l'éducation nationale, on n'a pas trop parlé, mais les enseignants référents sont aussi des personnes qui permettent de coordonner le parcours des élèves. Et enfin, en ce qui concerne la petite enfance et l'enfance, on peut se rapprocher des PMI, des CAMS, donc, et également du Prégi, qui est un site internet et des personnes ressources pour faire le lien justement autour de la question du périscolaire et des activités de centre de loisirs. Ce sera rappelé sur votre site aussi, Parents Live, et on le mettra aussi sur notre site. Donc justement, toutes ces ressources accessibles en un coup d'œil, en plus d'écouter ou de réécouter l'émission. Voilà. Donc encore merci à tous d'avoir été là, d'avoir partagé votre vécu, vos forces, vos espoirs, votre positive attitude. Merci beaucoup, c'est vrai. Dans une semaine, on retrouve sur le site parentslive.fr, sur la rubrique Radio Lave, le podcast de cette émission. Elle sera également rediffusée en direct sur News FM mercredi dans 15 jours. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Et on vous attend nombreux le 11 mars pour une émission consacrée aux parentalités plurielles, homoparentalité, monoparentalité, adoption. Venez prendre le micro pour montrer qu'il y a 1001 façons de faire famille. Yes, Florence. Et on va se quitter avec un son, justement, choisi par Sophie. C'est ça, hein. Voilà, décisé pour Chris, justement, hein, ton fils Sophie, qui est actuellement au collège Fernand Léger à Saint-Martin-d'Air. Voilà, il est suivi cette année par le CESAD, c'est bien ça, à Cessiné-Parisé. Et la chanson, c'est Ethan de Suicide Squad, c'est ça. Et on se quitte avec ce titre, voilà. Elle est pour toi, Chris, de la part de Sophie, et puis de la part de tout le monde autour de la table, tant qu'à faire. Voilà. Dédicace, Chris. Dédicace à Chris, mets-toi bien. C'est parti et nous on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous autour de la table. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they loved one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You loving on the psychopath sitting next to you. You loving on the murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. Friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
FM, numéro 1 sur Grenoble. Alors, monte le son.